Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je poursuis pour vous ce soir la lecture d'une œuvre d'une auteure américaine qui s'appelle Louisa May Alcott. Vous l'aurez deviné, il s'agit des 4 filles du docteur Marsh. L'histoire est le destin de 4 sœurs issues de la classe moyenne américaine. Vous l'avez deviné, le roman se passe donc aux États-Unis, plus précisément dans une petite ville pas loin de Boston, sur la côte est des États-Unis. Et il s'agit en fait du destin de 4 sœurs, à savoir Margaret, Joséphine, Elizabeth et Amy, qui sont en fait toutes les 4 très différentes les unes des autres. Alors nous avons Margaret qui, elle, est la plus âgée et qui est décrite comme une jeune femme douce, docile, bienveillante, très jolie. Ensuite, c'est Joséphine, qui, elle, est le garçon manqué de la bande. La troisième, c'est Elisabeth, qui est très timide et introvertie. Et enfin, la plus jeune, celle qui a 21 ans, qui s'appelle Amy et qui est la coquette et la capricieuse de la bande, qui en fait rêve d'un destin un peu hors du commun, d'une vie luxueuse, mais qui va malheureusement se heurter à la réalité de son quotidien. Alors elles vivent avec leurs parents, le docteur Marsh et sa femme, et leur domestique Anna. Et en fait, le docteur Marsh s'est engagé sur le front en tant que médecin aux côtés des troupes nordistes, puisqu'en fait, il milite contre l'esclavagisme. Et je vous propose donc de continuer la lecture et de voir comment va évoluer le destin de chacune des 4 sœurs. D'ici là, n'oubliez pas qu'on vous attend sur les réseaux sociaux. Ça s'affiche juste là en bas de votre écran. Il vous suffit de taper #VBN pour vos avis, vos questions, vos commentaires sur l'émission. Quant à moi, je reprends tout de suite la lecture. Je vous propose de rester avec nous jusqu'au bout de la nuit sur D8. Laurie, voulant montrer qu'il n'était pas blessé, fut aussi aimable que possible. Dévida du fil pour Meg, récita des vers pour faire plaisir à Jo, secoua les pins pour faire tomber des pommes de pin à Bess, et aida Amy avec ses fougères. Il se montra, en un mot, digne d'appartenir à la société des abeilles. Au milieu d'une discussion animée sur les habitudes domestiques des tortues, le nom d'une cloche avertit les 4 sœurs que Anna venait de verser l'eau sur le thé. Les 4 jeunes filles auraient juste le temps de rentrer à la maison pour souper. Il n'y avait pas de temps à perdre si l'on ne voulait pas voir la vieille bonne mécontente. La séance fut donc levée. « Pourrais-je revenir » demanda Laurie. « Si vous êtes sage et si vous aimez vos maîtres, comme on dit à l'école, » répondit Meg en souriant. Vous serez toujours... Excusez-moi, on me parle dans l'oreillette et je n'ai pas compris ce qu'on m'a dit. Si vous êtes sage et si vous aimez vos maîtres, comme on dit à l'école, répondit Meg en souriant, vous serez toujours le bienvenu. Eh bien, je tâcherai, lui répondit-il. Je vous apprendrai à tricoter comme font les Écossais. Il y a justement une demande de bas qui nous est faite par papa pour l'armée, cria Jo à Laurie en agitant son gros tricot de laine bleue comme un drapeau quand ils se séparèrent à la porte. Ce soir-là, lorsque Bess fit de la musique au vieux monsieur Laurence, à la tombée de la nuit, Laurie, cachée dans l'ombre d'un rideau, écoutait le petit David, dont la musique simple le calmait toujours. Son regard se fixa avec attendrissement sur son grand-père, qui, la tête dans les mains, pensait évidemment à l'enfant morte qu'il avait tant aimée, et le jeune homme, se rappelant alors la conversation de l'après-midi, se dit avec la résolution de faire joyeusement un sacrifice. Je laisserai mon château en Espagne de côté, et je resterai avec mon cher grand-père tant qu'il aura besoin de moi. Car Meg a raison, il faut que grand-père puisse à jamais compter sur moi, il n'y a que moi au monde. 2 secrets. Jo était très occupé dans son grenier. Les jours d'octobre commençaient à devenir froids, les après-midi étaient courts.
Pendant 2 ou 3 jours, le soleil brillant éclaira Jo, assise sur le vieux sofa et écrivant fiévreusement dans ses cahiers étalés devant elle, pendant que Raton, son singulier favori, accompagné de son fils aîné, un beau jeune homme qui était évidemment très fier de ses naissantes moustaches, se promenait dans les haricots. Jo, très absorbé par son œuvre, arriva enfin à sa dernière page. Ce fut avec une satisfaction très grande qu'elle traça au bas, en plus gros caractères, ce joli mot fin que les auteurs aiment tant à écrire, et son nom orné d'un paragraphe gigantesque. Elle jeta alors sa plume de côté en s'écriant « Là, j'ai fait ce que j'ai pu. Si cela ne convient pas, il faudra que j'attende jusqu'à ce que je puisse mieux faire. » Et, se renversant sur son vieux sofa, elle relut soigneusement son manuscrit. Soulignant ça et là certains passages, y ajouta beaucoup de points d'exclamation, ressemblant à autant de petits manches à balai, puis elle le roula, le lia avec un ruban rouge et resta 1 minute à le regarder d'un air sérieux et absorbé, qui montrait visiblement combien elle avait pris son travail à cœur. Le bureau que Jo avait dans son grenier était un ancien buffet de cuisine appuyé contre le mur. C'est là qu'elle enfermait ses papiers et quelques livres, pour les tenir hors de la portée de Raton et de monsieur son fils. Jo prit un autre manuscrit dans ce réceptacle, et, le mettant avec celui qu'elle venait d'achever dans sa poche, elle descendit doucement l'escalier. Arrivée au rez-de-chaussée, elle mit son chapeau et son manteau. Cela en faisant le moins de bruit possible. Ouvrant alors avec précaution une fenêtre du côté opposé à l'endroit où étaient ses sœurs, elle grimpa sur l'appui qui était très peu élevé, sauta par terre dans l'herbe et prit en courant un chemin de traverse qui la mena à la grande route. Une fois là, elle rajusta ses vêtements, se composa un maintien digne et sérieux, fit signe à un omnibus qui passait et se laissa conduire vers la ville. Si quelqu'un l'avait observée, il aurait à coup sûr trouvé ses mouvements extraordinaires. Car si une fois descendue d'omnibus, elle marcha d'abord à grands pas, ce fut pour s'arrêter bientôt et brusquement devant un certain numéro d'une certaine rue très fréquentée. Ayant alors, après un peu d'hésitation, reconnu que c'était bien là la maison qu'elle cherchait, elle entra vivement dans l'allée. Mais cela fait, au lieu de monter l'escalier, elle le regarda et resta quelques minutes en contemplation devant la rampe. Non, César, ayant à passer le Rubicon, n'avait pas dû être plus perplexe. Jo était-elle moins brave que César ? Eh bien, c'est à croire, car tout à coup, la peur étant la plus forte, elle se rejeta dans la rue aussi rapidement qu'elle était entrée. Confessons-le, Jo, d'ordinaire si vaillante, répéta plusieurs fois cette manœuvre, au grand amusement d'un jeune gentleman qui, posté à une fenêtre de la maison opposée, ne perdait aucun de ses mouvements. Enfin, Jo, revenant pour la 4e fois à l'assaut, sembla résolue pour cette fois. Le sort en était jeté. Elle enfonça son chapeau sur ses yeux et monta les escaliers 4 à 4, comme elle l'eût fait. Si en proie à une crise de dents, elle s'était déterminée enfin à se faire arracher toute la mâchoire plutôt que de reculer une fois encore. Parmi les enseignes qui étaient à la porte de la maison où elle était entrée, se trouvait en effet celle d'un dentiste. Et le jeune gentleman, après avoir regardé un moment la mâchoire artificielle qui s'ouvrait et se refermait lentement pour attirer l'attention du public sur cet incomparable râtelier, mit son pardessus et son chapeau et descendit se poster dans l'encoignure d'une porte faisant face à la maison du dentiste. Comme cela ressemble à Jo, se dit-il en souriant et en frissonnant, d'être venue seule pour cette exécution. Mais si elle a eu bien mal, elle aura besoin de quelqu'un pour l'aider à revenir. Alors attendons-la. 10 minutes après, Jo descendit l'escalier en courant, avec une figure très rouge et l'air de quelqu'un qui vient de passer, comme on dit, un mauvais quart d'heure. À la vue du gentleman, elle ne parut pas précisément contente et passa précipitamment à côté de lui, en se bornant à lui faire un petit signe de tête assez froid.
Mais il l'a suivi en lui demandant d'un air de sympathie. « Avez-vous eu bien du mal, ma pauvre Jo ?»« Non, pas trop. »« Vous avez eu vite fait ?»« Oui, grâce à Dieu. »« Mais pourquoi y êtes-vous allée seule ?»« Eh bien, parce que je ne voulais pas qu'on le sût. Vous êtes la personne la plus originale que je n'ai jamais vue. Et combien vous en a-t-on ôté ?» Jo regarda son amie comme si elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Puis elle se mit à rire, comme si elle était subitement égayée par une découverte inattendue. « J'aurais voulu, dit-elle avec un grand sang-froid, qu'on m'en prît 2, mais il faut que j'attende 8 jours. » « Il n'y a pas là de quoi rire comme vous venez de le faire, dit Laurie, qui se sentait mystifiée. « Est-ce que vous viendrez de faire quelques sottises, Jo ?»« Pourquoi pas, répliqua Jo. N'en faisiez-vous pas une en même temps ? Qu'est-ce qui vous appelait monsieur dans cette salle de billard d'en face, d'où, évidemment, vous sortez ? Je vous demande pardon, miss. Ce n'est pas une salle de billard, c'est un gymnase. Et j'apprenais à sauter par-dessus les... Je suis charmée d'apprendre que vous n'étiez pas dans la salle de billard parce que j'espère que vous n'allez jamais dans ce genre d'endroit. D'ailleurs, y allez-vous ? Non, pas très souvent. C'est encore trop tôt. Je voudrais bien que vous n'y ayez jamais mis les pieds. En quoi est-ce mal, Jo ? Eh bien, j'ai un billard à la maison, mais ce n'est amusant que quand on est avec de bons joueurs. Et comme j'aime beaucoup ce jeu-là, je viens quelquefois jouer par ici avec Ned Moffat ou quelque autre jeune homme. Oh, j'en suis bien fâchée. Vous arriverez à l'aimer de plus en plus, et vous y perdrez votre temps et votre argent, et vous deviendrez un de ces terribles jeunes gens qui ne valent pas grand-chose. J'espérais que vous feriez une exception dont vos amis pourraient être fiers, dit Jo, en secouant la tête. Est-ce qu'on ne peut pas prendre de temps en temps un petit plaisir innocent sans perdre sa respectabilité ? Demanda Laurie, qui paraissait blessée de la sévérité de Jo. Eh bien, cela dépend comment et où est-ce qu'on le prend. Je n'aime pas Ned et ses amis. Je voudrais que vous ne vous confondissiez pas avec eux, tout simplement. Mère ne veut pas que nous recevions Ned chez nous, quoiqu'il désire beaucoup avoir ses entrées. Et si vous devenez comme lui, elle ne voudra pas que nous continuions à nous voir comme nous le faisons. Mais serait-ce possible ? Demanda anxieusement Laurie. Oui, car elle ne peut pas supporter les jeunes gens qui se croient des hommes et nous enfermerait dans des boîtes plutôt que de nous laisser avec eux. Eh bien, elle n'a pas encore besoin d'acheter ces boîtes. Et je ne suis pas un de ces jeunes gens et je n'ai pas l'intention d'en être un. Mais j'aime à m'amuser de temps en temps sans faire de mal. Personne ne vous en empêche. Amusez-vous, mais convenablement et ne changez pas car notre bon temps serait fini. Allez-vous me faire des sermons tout le long du chemin ? Lui demanda Laurie tout à coup. Naturellement non. Pourquoi ? Eh bien parce que si vous en avez l'intention, je prendrai un omnibus. Mais j'aimerais mieux revenir avec vous à pied car j'ai quelque chose à vous dire de très intéressant. Eh bien, c'est entendu. Je ne prêcherai pas plus longtemps car j'aimerais immensément à entendre vos nouvelles. Très bien, alors venez. Mais c'est un secret, et si je vous dis le mien, il faut que vous me disiez le vôtre. Mais je n'en ai pas, commença Jo. Alors elle s'arrêta, en se rappelant qu'elle en avait au moins un. Je sais au contraire que vous en avez un, et vous ne pouvez pas le nier. Ainsi confessez-vous, ou je ne vous raconterai rien. Mais votre secret est-il joli ? Oh, c'est tout sur des gens que vous connaissez, des gens si amusants. Il faut que vous le sachiez. Il y a longtemps que j'ai désiré vous le dire. Allons, commencez. Vous ne direz rien chez nous de ce que je ne peux vous apprendre. Pas un mot. Et vous ne me taquinerez pas quand vous le saurez. Oh, je ne taquine jamais. Alors, si vous nous faites faire tout ce que vous voulez, eh bien, je ne sais pas comment vous vous y prenez, mais c'est ainsi. Merci. Allons, dites, ma bonne Jo. Eh bien, j'ai donné des histoires de ma façon au directeur du journal des enfants. Il me dira la semaine prochaine s'il les accepte, murmura Jo à l'oreille de son confident. Hurrah pour Miss March, le célèbre auteur américain, s'écria Laurie, en jetant son chapeau en l'air pour le plus grand plaisir de 2 canards,
4 chats, 5 poules et une demi-douzaine de petits Irlandais, car déjà, ils étaient hors de la ville. Chut, cela n'aboutira probablement à rien. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'essayer. Et je n'ai rien dit à personne parce que je ne voulais pas que personne d'autre que moi ne fût désappointé. Eh bien, vous réussirez. Je suis sûre que vos histoires sont des œuvres dignes de Shakespeare, en comparaison de la moitié des choses qu'on publie tous les jours. Ce sera très amusant de les voir imprimées et nous serons fiers de notre auteur. Les yeux de Joe étincelèrent. Il est toujours agréable de voir qu'on croit à votre talent et la louange d'un ami sincère est toujours douce. Maintenant, Laurie, votre secret, jouez beau jeu. Sans cela, je ne vous croirai plus jamais, dit-elle en essayant d'éteindre les brillantes espérances qu'un mot d'encouragement avait fait naître en elle. Je ferais peut-être mieux de me taire, répondit Laurie. Mais je n'ai pas promis le secret. Et je ne suis jamais content quand je ne vous ai pas dit toutes les nouvelles, petites ou grandes, qui arrivent jusqu'à moi. Mon secret, eh bien le voici. Je sais où est le gant que Meg a perdu. Est-ce tout? Dit Joe d'un air désappointé. Laurie secoua la tête affirmativement et la regarda d'un air de mystère. C'est bien assez pour le présent et vous serez de mon avis quand vous saurez où il est. Eh bien, dites-le alors. Laurie se pencha et murmura à l'oreille de Joe quelques mots qui produisirent un changement subit dans sa physionomie. Elle s'arrêta et le regarda pendant 1 minute, d'un air à la fois très surpris et très mécontent, et puis continua à marcher en disant d'un ton bref. « Mais comment le savez-vous ?»« Eh bien, je l'ai vu. »« Ah oui? Et où donc ?»« Eh bien, dans sa poche, sans qu'il ne pût s'en douter. »« Et comment depuis ce temps-là ?»« N'est-ce pas romanesque ? » ?»« Non, c'est horrible. »« Cela ne vous plaît pas ? » ?»« Cela me blesse infiniment, au contraire. C'est offensant pour Meg. De pareilles choses ne devraient pas être tolérées. Et que dirait Meg si elle l'apprenait ? Vous m'avez promis de ne le dire à personne. Rappelez-vous cela, Joe. Je n'ai pas promis cela, Laurie. C'était sous-entendu et je me fie à vous. Eh bien, je ne le dirai pas. Je voudrais même que vous ne me l'eussiez pas dit. Je pensais au contraire que vous seriez contente à l'idée de voir quelqu'un penser à nous séparer de Meg. Non, certes. Préféreriez-vous que cela fût déjà votre tour? Je voudrais bien que quelqu'un essayât, dit fièrement Joe. Et moi aussi. Et Laurie rit de bon cœur à cette idée. Je ne pense pas que les secrets me conviennent. J'ai l'esprit tout bouleversé depuis que vous m'avez dit celui de ce monsieur, qui n'est bien sûr pas le secret de Meg. Vous auriez 100 fois mieux fait de le garder pour vous, dit l'ingrate Joe. Ce monsieur, dit Laurie, est, vous le savez bien, le plus honnête homme du monde. Il ne manquerait plus qu'il ne le fût pas, répondit Joe, indigné. Laurie, étonnée de l'effet qu'avait produit sa confidence, regrettait de l'avoir faite et cherchait un moyen de changer le cours des idées de Joe. Heureusement, il connaissait bien sa jeune amie. « Descendons cette colline en courant. Le mouvement vous remettra, suggéra Laurie, et je parie que j'arriverai au bas avant vous. »« Vous pourriez perdre votre pari, répliqua Joe. Quand je m'y mets, je cours comme un cerf. » Il n'y avait personne sur la route. Le chemin descendait devant elle d'une manière engageante. Joe, trouvant la tentation irrésistible et sentant aussi le besoin de secouer une pensée douloureuse, se mit à courir de toutes ses forces, laissant bientôt voler derrière elle son chapeau emporté par le vent et dispersant ses épingles à cheveux sur la route. Joe courait bien, mais Laurie courait avec plus de méthode. Il arriva le premier au but et fut complètement satisfait du succès de son traitement, car son Atalante arriva tout essoufflé, les cheveux éparpillés sur les épaules, les yeux brillants, les joues écarlates, et tout signe de déplaisir avait disparu de son visage. Je voudrais être une gazelle ou même un cheval pour courir pendant des heures dans cet air pur sans perdre la respiration. Notre course a été bien agréable, mais voyez dans quel état je suis.
Allez me ramasser mes affaires comme un chérubin que vous êtes, dit Joe, en se laissant tomber au pied d'un érable qui parsemait la route de ses feuilles rougies. Laurie partit lentement pour rassembler les épaves de Joe, et Joe se mit à rarranger ses cheveux défaits. Elle espérait bien que personne ne passerait jusqu'à ce qu'elle lui remît tout en ordre. Mais quelqu'un passa, et justement c'était Meg qui paraissait particulièrement, ce jour-là, distinguée dans son costume de grande cérémonie car elle venait de faire des visites. « Mais que faites-vous ici ?» dit-elle en regardant sa sœur avec la surprise d'une personne bien élevée. « Je cherche des feuilles, » répondit doucement Jo en triant la poignée rose qu'elle venait de ramasser à l'instant. « Et des épingles à cheveux, » ajouta Laurie en jetant une demi-douzaine sur les genoux de Joe. Elle croise sur la route, Meg, ainsi que les chapeaux de paille brun. « Mais vous avez encore couru, Jo. Mais c'est désolant, vous êtes incorrigible. Quand perdez-vous vos habitudes de garçon ?» dit Meg d'un air de reproche en arrangeant le chapeau de sa sœur et en se lissant ses cheveux avec lequel le vent avait pris des libertés. « Jamais, jusqu'à ce que je devienne raide et vieille et que je doive me servir d'une béquille. N'essayez pas de me faire grandir avant l'âge. Voulez-vous ? C'est déjà assez triste comme ça de vous voir changer tout à coup. Laissez-moi être une petite fille aussi longtemps que je le pourrai. » Jo se pencha en parlant afin que sa sœur ne vît pas que ses lèvres tremblaient, car depuis quelque temps, elle sentait que Meg devenait rapidement une femme, et ce que lui avait appris Laurie lui avait fait entrevoir pour la première fois qu'un jour ou l'autre, un événement sur lequel sa pensée ne s'était jamais arrêtée jusque-là pourrait bien les séparer. Laurie vit son trouble et empêcha Meg de le remarquer en lui demandant vivement où elle était allée, si belle que ça. Chez les Gardinaires, et Sally m'a raconté toutes sortes de choses sur la noce de Belle Moffat. Il paraît que c'était splendide. Ils sont partis et passeront tout l'hiver à Paris comme cela doit être agréable. « Lui portez-vous envie, Meg ?» demanda Laurie. « Eh bien, j'en ai peur. »« J'en suis bien aise, » murmura Jo en mettant son chapeau. « Et pourquoi ?» demanda-t-elle toute surprise. « Eh bien parce que si vous aimez la richesse, ce qui est peut-être un tort, vous n'irez du moins jamais prendre pour mari un homme pauvre, » dit Jo en fronçant les sourcils à Laurie qui lui faisait signe de faire attention à ce qu'elle allait dire. « À quoi pensez-vous, là, Jo ? » « Eh bien, il est probable que je ne me marierai jamais, » lui répondit Meg en se mettant à marcher avec dignité. Les deux autres la suivaient en chuchotant et en commentant cette réponse de Meg avec beaucoup d'animation. Jo, quant à elle, se conduisit pendant 8 ou 10 jours, d'une manière si bizarre que ses sœurs en étaient étonnées. Elle se précipitait à la rencontre du facteur, aussitôt qu'il arrivait, était impolie pour M. Brooke, dont elle avait fait grand cas jusque-là, et toutes les fois qu'elle le voyait, elle regardait Meg d'un air désolé et venait subitement l'embrasser de la manière la plus mystérieuse. Elle et Laurie étaient toujours à se faire des signes et à parler de l'aigle, d'un air si bizarre que les jeunes filles déclarèrent qu'ils étaient fous tous les deux. Le samedi suivant, Jo sortit pour la seconde fois par la fenêtre et reprit le chemin qu'elle avait suivi 8 jours plus tôt. Quand elle revint, Meg, qui cousait à sa fenêtre, fut scandalisée de la voir poursuivie dans le jardin par Laurie et enfin rattrapée par lui dans le berceau d'Amy. Ce qui arriva là, eh bien Meg ne pouvait pas le voir, mais on entendait des éclats de rire et puis un murmure de voix et un grand froissement de cahiers et de papier. Ce sera la fin pour cet épisode. Je vous propose qu'on se retrouve prochainement pour continuer les aventures des 4 filles du Docteur March, un roman de Louisa May Alcott. D'ici là, n'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, ça s'affiche juste là. En bas de votre écran, il vous suffit de taper #VBN. Vous pouvez également nous retrouver sur le site de la chaîne www.d8.tv dans la rubrique divertissement pour revoir les épisodes de Voyage au bout de la nuit. Mais avant cela, eh bien, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fin de soirée, une très belle nuit sur D8.